Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'animer ce nouveau webinaire de Workplace Options sur le thème des risques psychosociaux et expertise conseil, enjeux pour les entreprises en France et à l'international. C'est le premier webinaire d'une série. Le prochain webinaire portera quant à lui sur le sujet de l'accompagnement humain et social des transformations, dont les restructurations, avec notamment la prévention des risques psychosociaux. Car on n'en a pas fini avec les risques psychosociaux, qui restent un sujet incontournable pour les organisations. Un contexte déjà global, la santé mentale, comme vous le savez, a été une grande cause nationale en France en 2025, avec un enjeu stratégique de performance des organisations. La santé mentale génère de l'absentéisme, c'est donc aussi un enjeu pour les assureurs. La santé mentale étant devenue la première cause d'arrêt de travail hors maladie ordinaire. Et bien évidemment, et c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est un enjeu réglementaire. Depuis plus d'une décennie, le stress au travail, le burn-out, les harcèlements professionnels sont devenus des enjeux majeurs pour les organisations. La pandémie, d'une certaine manière, a accéléré la prise de conscience, poussant de nombreux pays à légiférer sur la question. L'ISO 45003 qui a été mise en place en 2021 est la première norme internationale pour la gestion des risques psychosociaux. Et puis il y a des concepts clés qui émergent, droit à la déconnexion, évaluation obligatoire des risques, intégration de la santé mentale dans les lois sur la sécurité au travail. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution des réglementations, comparer les approches adoptées dans différents pays, et voir où se positionne la France, comment se distingue-t-elle, et puis quelles sont les priorités et actions pour 2025. Pour cela, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire et de vous présenter nos deux experts qui vont répondre à vos questions et à ces questions de l'agenda. Vanessa Ezerzer. Vanessa est responsable du pôle santé au travail et organisation. Et Karine Cohen. Karine est partenaire du cabinet Acte Légal. Alors, avant de poser des questions, je voulais juste donner quelques petites consignes. Il y a une boîte chat pour poser des questions. Nous vous invitons vraiment à poser des questions. On vous propose d'y répondre à l'issue de notre webinaire, à l'issue de notre présentation. Vous allez aussi recevoir un questionnaire. Merci de répondre au questionnaire. C'est important d'avoir votre feedback pour répondre au mieux à vos attentes. Pardon. Alors, le premier sujet, effectivement, Workplace Options a réalisé en fait un compendium, alors plutôt un inventaire exhaustif et condensé des obligations en matière de RPS dans 68 pays à travers le monde. Donc, il sera mis à disposition à l'issue de ce webinaire. Vous pourrez y accéder. Karine, en tant que juriste, en parcourant en fait ce compendium, quels sont les points essentiels qui se dégagent? Alors, merci Christian. La première remarque qu'on peut faire, déjà, tous les pays qui sont cités dans ce compendium, dans cet inventaire, possèdent des normes en matière de sécurité et de santé au travail. Et ce qu'on constate, c'est que la grande majorité ont aussi principalement des déclarations de principe sur l'aspect santé au travail. Donc, si on prend plus précisément certains pays, vous pourrez voir que systématiquement, il y a des normes un peu strictes concernant la sécurité physique des salariés. Mais en revanche, on a parfois plus des déclarations de principe sur le fait d'avoir un environnement de travail qui soit positif. Mais c'est vrai qu'on peut constater aussi que quelques pays ont des normes ou une vraie reconnaissance de l'importance de la santé mentale et, pour certains, des risques psychosociaux. Je ne vais pas vous faire une liste exhaustive parce que, comme vous le disiez, il y a quand même plus de 60 pays qui font partie de cet inventaire, mais je vais en citer quelques-uns, notamment la Belgique qui, par exemple, a reconnu le burn-out comme une maladie professionnelle, donc qui permet de faire un lien direct entre par exemple, un épuisement professionnel et les conditions de travail. On a également le Brésil qui prévoit qu'après un burn-out, le salarié peut bénéficier d'une sorte de garantie d'emploi pendant 12 mois pour lui permettre de se rétablir dans son poste. On a aussi le Chili
qui prévoit une évaluation des risques psychosociaux pour identifier ces risques et prévoir certaines mesures. On a aussi la Finlande et plus globalement, on le verra dans certains pays que je vais citer, des pays nordiques qui ont une conscience assez accrue de ces risques-là, qui sont liés au travail, à la santé physique et à la santé mentale des travailleurs, avec un besoin d'éliminer ces risques et de procéder à un suivi précis de la santé et de la sécurité des travailleurs. On a aussi l'Islande, qui prévoit un principe général de prévention avec une prise en compte des RPS, donc des risques psychosociaux et de la santé mentale. Le Portugal, qui prévoit une obligation d'évaluation aussi des risques psychosociaux. Et la Suède, qui pose un principe global de conditions de travail qui doivent être bonnes, avec un standard élevé sur l'environnement de travail. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est que tous les pays généralement qui posent un principe de protection de la santé mentale et d'évaluation des RPS relient ça par exemple, aux horaires de travail, aux conditions de travail et plus globalement à l'environnement de travail. C'est ce qu'on peut dire en synthèse de ce qui ressort de cet inventaire de santé et sécurité au travail dans les différents pays qui sont cités. Merci Karine. Alors, pour ceux qui sont intéressés, effectivement, ils pourront avoir accès à l'ensemble de cet inventaire. Merci en tout cas pour cette présentation de quelques dispositifs intéressants. Mais qu'en est-il de la France? Alors pour la France, on a le Code du travail qui fixe un principe assez général de prévention des risques professionnels qui est posé à l'article 41-21-1 du Code du travail. Cet article prévoit que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale des travailleurs. Et cela va correspondre à des actions de prévention des risques professionnels, à des actions d'information et de formation des travailleurs, et aussi à la mise en place de moyens et d'organisation de travail adaptés. À côté de cette obligation légale, on a un cadre conventionnel avec, on constate, plusieurs accords nationaux interprofessionnels, ce qu'on appelle les ANI en France, depuis 2008, qui se sont un peu succédés, puisqu'on a eu tout d'abord le premier ANI du 2 juillet 2008 qui traitait spécifiquement du stress au travail, et c'est le premier ANI à s'emparer de ce sujet, qui va poser comme principe la nécessité de faire un diagnostic dans les entreprises pour identifier quels sont les facteurs de stress au travail. On a un deuxième ANI qui date de mars 2010, qui traite quant à lui des violences au travail et plus spécifiquement du harcèlement moral. Et ça va nous intéresser parce qu'on va le voir un peu plus loin. Ce sont des problématiques qui sont intégrées aux risques psychosociaux, donc aux RPS. On a également un troisième accord national interprofessionnel de juin 2013 qui, lui, va traiter plus spécifiquement des conditions de vie au travail et de la fameuse QVT, qualité de vie au travail. Et à côté de ça, un peu plus récemment, on a une loi du 2 août 2021 qui a traité spécifiquement de la santé au travail et qui a renforcé pour les employeurs les obligations liées à la santé physique, mentale, quelle qu'elle soit, au travail, avec notamment la transformation du DUERP. On en a beaucoup parlé, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et ce qu'il faut souligner concernant ce document-là, c'est que ça fait très longtemps qu'il existe. Il est obligatoire pour toutes les entreprises dès lors qu'elles embauchent un salarié. Et c'est un document qui, avant, se contentait principalement de faire une sorte d'inventaire des risques, mais plutôt matériels, si je puis dire, physiques. Donc, par exemple, les risques de chute, les risques liés à un travail sur écran, les risques liés à de travail sur des machines un peu dangereuses, etc. Et on a observé en fait un glissement vers une adaptation de ce DUERP pour prendre en compte justement les risques psychosociaux qui, eux, sont plus des risques un peu liés à la santé physique et l'impact que les conditions, la santé mentale, excusez-moi, et l'impact que les conditions de travail et l'environnement de travail vont pouvoir avoir sur la santé mentale du salarié. Donc, depuis la loi de 2020, on codifie cette fois-ci l'obligation pour le DUERP de se concentrer sur les risques psychosociaux parce qu'on a une mention qui a été rajoutée dans le Code du travail, c'est que le DUERP doit maintenant aussi évaluer les risques liés à l'organisation du travail. Donc, c'est un terme très général
et on va le voir quand on va plus précisément se concentrer sur qu'est-ce que les RPS, que l'organisation du travail, c'est vraiment là où on va pouvoir avoir des sujets relatifs à ces risques psychosociaux. Il faut savoir aussi que la loi d'août 2021 prévoit une obligation qui est le pendant du DERP, c'est-à-dire qu'on va avoir ce document qui va évaluer les risques professionnels, mais il ne suffit pas d'évaluer, il va falloir aussi corriger les risques qu'on identifie. Et cette correction va être faite dans les entreprises de plus de 50 salariés via ce qu'on appelle un PAPRI-Pacte, un plan annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Donc, ça va permettre, dès lors qu'on identifie un risque qui est assez prégnant ou récurrent dans l'entreprise, de prendre les mesures adaptées pour soit mettre un terme à ce risque, soit le circonscrire au maximum. Donc, on le voit, en fait, depuis la loi de 2021, on a une évaluation des risques professionnels qui est vraiment maintenant globale, avec une évaluation des risques, si je puis dire, un peu physiques, et des risques aussi liés à la santé mentale et au RPS. Mais si on revient au cœur maintenant de notre sujet, il faut quand même qu'on revienne à des définitions, parce qu'on parle de RPS depuis le début, mais qu'est-ce que sont les RPS? La définition qui est posée notamment par l'INRS, c'est de dire que les RPS, ça correspond à des situations de travail où sont présents concomitamment ou pas plusieurs facteurs. Un facteur de stress, un facteur de violence externe, ça peut par exemple être des insultes ou des menaces qui viennent de personnes extérieures à l'entreprise, telles que des clients ou des fournisseurs, et un facteur de violence interne, et ça va recouvrir la notion de harcèlement moral et plus généralement de conflit au travail. Donc ça, c'est la définition même des RPS qui est posée par l'INRS. Maintenant, on va avoir plusieurs causes à ces RPS qui doivent être recherchées parmi différents facteurs, qui sont au nombre de 6, et on va voir que ces facteurs touchent vraiment à l'organisation du travail, à comment fonctionne en réalité l'entreprise. Le premier facteur, ça va être l'intensité et le temps de travail. Et ça, on va parler plus précisément de la charge de travail, de la durée du travail, mais aussi de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, est-ce qu'il est respecté ou pas. Le deuxième facteur, ça va être les exigences émotionnelles, comment on se comporte avec nos salariés, qu'est-ce qu'on exige d'eux. Le troisième, c'est l'autonomie dans le travail et plus précisément la faible autonomie dans le travail. Est-ce qu'on va faire du micromanagement, ce genre de pratique? Le quatrième, ça va être des rapports sociaux dégradés entre les salariés. Le cinquième, des conflits de valeurs. Est-ce qu'on demande à nos salariés d'exécuter une tâche qui est en conflit avec leurs croyances profondes, leurs valeurs et ce qu'ils estiment important? Et le dernier, c'est l'insécurité dans la relation de travail. Est-ce qu'on est dans un contexte réorganisationnel qui peut faire craindre une suppression de poste? Est-ce qu'au contraire, on va mettre trop de pression sur le salarié qui peut se sentir potentiellement évincé rapidement de l'entreprise? Donc ça va être les 6 facteurs qui vont déclencher les RPS. Donc on le voit bien, les RPS sont vraiment à l'origine, vraiment liés à l'organisation du travail et à l'environnement de travail. Et donc, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment on fait pour intégrer cette évaluation des RPS dans le DERP. Et il va falloir avoir une approche pertinente et vraiment sur mesure pour chaque entreprise, et c'est ça qui est important. Parce qu'on peut trouver des modèles sur Internet d'évaluation, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il va falloir, comme on le sait maintenant que les RPS sont liés à l'organisation du travail, se concentrer sur la réalité du travail effectué par les salariés, les conditions dans lesquelles ce travail est effectué au niveau de chaque unité de travail. Parce que quelqu'un qui travaille sur une machine ne va pas avoir les mêmes risques que quelqu'un qui est dans un bureau dans l'administration. Et donc, c'est là où il va falloir prendre le temps et se faire accompagner pour évaluer de façon pertinente et vraiment sur mesure pour chaque entreprise les RPS et avoir un diagnostic qui tienne la route. Un dernier point qui est important de souligner, c'est que depuis la loi de 2021, le CSE doit être associé à cette évaluation des RPS puisqu'il va être consulté sur le DERP et sur les mises à jour annuelles qui vont devoir avoir lieu pour toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Et cette mise à jour, elle est importante, notamment par rapport au contexte de la société, si on envisage l'introduction de nouvelles technologies, une réorganisation, etc. Et ce sont donc les DERP et les mises à jour successives vont être des documents qui vont être réclamés notamment en cas de contentieux, et ça on va en parler un tout petit peu plus tard, et aussi par l'inspection du travail en cas de contrôle.
Merci pour toute cette présentation, tous ces éléments et ces nouvelles obligations. Je pense au DURP, au PAPRIPAC. Mais en fait, bon, est-ce que c'est toujours appliqué? Je veux dire, quels sont les risques en fait si les entreprises ne se saisissent pas de ce dossier RPS? Non, il y a plusieurs risques qui conduisent tous en fait à une responsabilité de l'employeur. On va avoir 3 types de risques. Le premier, ça va être dans le cadre d'un contentieux prud'homal, avec la mise en cause de l'entreprise pour une violation de son obligation générale de prévention, mais aussi parfois, et de plus en plus, par rapport à la violation liée à l'absence d'harcèlement moral et à la prévention des RPS. Un deuxième risque qui va être un contentieux cette fois-ci devant le tribunal judiciaire en matière de reconnaissance d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Et si les accidents du travail, enfin, si l'accident ou la maladie professionnelle sont reconnus, là, ça peut nous faire basculer vers un autre type de risque qui est la faute inexcusable de l'employeur, qui peut coûter très très cher, notamment si l'entreprise n'est pas assurée contre ce type de risque. Et on a un troisième type de contentieux qui va être un contentieux pénal, avec par exemple dans des cas extrêmes où on a un problème d'intégrité du salarié, voire même malheureusement dans des situations de suicide, une responsabilité de l'entreprise et des dirigeants qui peut être recherchée. Donc c'est des risques qui ne doivent pas être négligés en termes judiciaires, mais aussi en termes organisationnels pour l'entreprise, avec les conséquences que ça peut avoir de gérer ce type de contentieux. Juste un dernier petit point, et après j'en aurai terminé. Il faut garder en tête que les risques liés au RPS, pour le salarié, ça peut se traduire par un épuisement professionnel et par des problèmes de santé qui peuvent être assez conséquents. Mais pour l'entreprise, d'un point de vue organisationnel, ça se traduit notamment par une augmentation de l'absentéisme, par un turnover qui peut être de plus en plus important, par une baisse de production et de motivation des salariés, et aussi par une atteinte à l'image de l'entreprise, notamment à l'ère des réseaux sociaux où tout peut être communiqué très rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut s'emparer de ce sujet et ne pas attendre de subir quelque chose pour procéder à une évaluation des RP. Merci beaucoup Karine. Vanessa, Karine vient d'évoquer en fait des points forts du modèle et spécificités du modèle français. À la lecture justement de ce compendium, cet inventaire exhaustif des obligations à l'international, est-ce qu'il y a des modèles dont la France pourrait s'inspirer? Donc, effectivement, comme l'a mentionné Karine, on vient de voir que la France dispose d'un cadre juridique très avancé en matière de prévention. Elle a été vraiment pionnière dans plusieurs domaines, notamment, comme l'évoquait Karine, avec la mise en place précoce du DUER, mais aussi avec l'adoption de la première loi sur la déconnexion, avec plusieurs pays européens qui ont suivi, et la reconnaissance aussi des pathologies mentales comme maladies professionnelles. Donc voilà, il y a une réglementation très forte en France. Cependant, à la lecture du compendium et en faisant des recherches, on s'aperçoit que il y a vraiment des réglementations et des pratiques qui sont très inspirantes, qui sont mises en place et adoptées à l'international. Donc, je pense, alors c'est aussi des pays qui ont été cités par Karine, c'est pas par hasard, mais effectivement, il y a la Belgique, il y a le Mexique et il y a aussi la Suède. Moi, c'est vraiment 3 modèles que je trouve très inspirants. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place des approches très spécifiques qui vont inclure l'obligation d'identifier et d'analyser des facteurs de risque psychosociaux, mais aussi de mettre en œuvre des actions pour promouvoir cette organisation de travail et cet environnement de travail qui va être sain et favorable à la fois pour les salariés, mais aussi pour l'organisation. Et ce qui est intéressant, et c'est ce qui n'est pas systématiquement mis en France en place, c'est que dans ces pays, il y a un peu une réglementation qui pousse donc à l'évaluation régulière des RPS, mais via des questionnaires, des audits qui sont faits généralement annuellement. Donc c'est vraiment des pratiques très courantes. Et ça, ces questionnaires sont adressés à l'ensemble des salariés d'une entreprise. Donc, ce qui permet d'avoir vraiment la perception des salariés et de pouvoir détecter très très en amont des potentiels risques et de pouvoir agir dessus de manière très agile et très précoce sur ces risques, même quand ils sont encore vraiment larvaires ou latents. Et ça, c'est quelque chose qui me semble assez indispensable. Et donc, du coup, ça permet aussi de limiter les impacts négatifs sur la santé des salariés, mais aussi ça joue sur la performance globale de l'entreprise. Donc voilà, je trouve que ces modèles sont très intéressants à étudier et à pouvoir s'inspirer en France.
Merci Vanessa. Alors, on a aujourd'hui des personnes qui travaillent dans des entreprises internationales qui nous écoutent. Justement, pour ces entreprises, quel conseil donnerais-tu justement en matière de prévention des RPS? Alors, je pense que ce qui va être déjà important pour garantir une démarche cohérente et efficace au sein d'une organisation, c'est qu'il est essentiel de mettre en place une politique globale de prévention, donc vraiment au niveau monde. Cependant, il ne faut pas oublier que l'approche locale est tout aussi cruciale afin de venir justement s'adapter aux spécificités et réalités qui sont propres à chaque pays ou à chaque région. Donc ça, c'est vraiment pour moi essentiel, c'est-à-dire de penser global et d'agir localement. Ça, c'est vraiment le message clé que j'aimerais faire passer. Et je peux illustrer un peu ce concept parce qu'on accompagne aussi des entreprises internationales. Je pense à une qui est dans un secteur industriel qui vient vers nous, donc qui a des sites en France et à l'international. Elle vient vers nous parce qu'effectivement, ils ont des taux d'accidents graves, voire mortels, qui sont plus importants en France que dans d'autres pays. Et ils ont la même politique de prévention de risques physiques, ils ont les mêmes procédures, ils ont les mêmes EPI, etc., etc. Donc, ils ne comprennent pas cet écart et cette différence. Nous, quand ils viennent vers nous, on n'est pas spécialisé dans la sécurité physique. Donc, dans un premier temps, voilà, on ne sait pas comment se positionner. Et puis, il y a un concept qui est apparu, notamment aux États-Unis et qui commence à être connu, à se diffuser, qui s'appelle la sécurité psychologique, qui a été introduit donc par Amy Edmondson, qui est professeure à la Harvard Business School. Et du coup, pour elle, ce concept, ça va désigner un environnement de travail où les collaborateurs peuvent s'exprimer librement, partager leurs idées, reconnaître leurs erreurs sans crainte de jugement ni de représailles. Et en fait, en discutant avec cette entreprise, on se dit, on va poser cette hypothèse parce qu'on ne peut pas expliquer par ailleurs ces différences en temps d'accident du travail qui sont graves. Donc, pour ce faire, on a mis en place un questionnaire spécifique qui vient mesurer justement cette sécurité psychologique et on s'est entretenu avec des salariés pour venir creuser ce sujet. Et effectivement, ce qu'on a pu constater, c'est que la seule chose qui pouvait expliquer ces différences de taux et d'accidents sur les différents sites, c'est d'être dans une sécurité psychologique ou de ne pas l'être. Et ce qui a été assez parlant, pour moi, c'est de pouvoir m'entretenir avec un salarié donc qui évoque le fait d'être entré dans un lieu qui était mal étiqueté, mal renseigné et qui était en fait un lieu avec un travail qui normalement est un travail en hauteur, donc ça doit nécessiter un EPI très particulier. Et il est rentré sans EPI car c'était mal signalé au niveau de la porte. Et donc ce salarié qui travaille en France nous a dit qu'il n'avait pas osé signaler ce problème d'étiquetage car il ne portait pas son EPI. Et s'il le signalait, il pouvait avoir une sanction pour non-port d'EPI. Et donc, il manquait cette sécurité psychologique pour dire qu'il était entré sans EPI, mais que voilà, ça pouvait améliorer aussi la sécurité. Et ça, j'ai trouvé ça assez parlant, cet exemple. Et grâce à ces enseignements, il y a des actions ciblées qui ont pu être mises en place pour renforcer justement la sécurité psychologique et ainsi réduire le nombre d'accidents. Et du coup, cet exemple que je vous ai cité démontre que finalement la prévention des risques ne se limite pas aux règles et aux procédures, mais passe aussi par un climat de confiance qui va être propice à l'expression et à la remontée d'informations qui sont essentielles à la sécurité de tous. Donc voilà, ça c'est un exemple sur la sécurité physique, mais j'en ai plein d'autres par ailleurs. Et pour moi, voilà, une politique qui va fonctionner au niveau des RPS dans un environnement global, pour qu'elle soit efficace, c'est qu'il y a vraiment cette double approche, à la fois un cadre global qui va être cohérent, qui va garantir la stratégie unifiée et une mise en œuvre vraiment locale, agile et réactive, qui permettent d'identifier et de traiter les problématiques qui peuvent même paraître invisibles à l'échelle globale à un moment si on ne fait pas un focus au niveau local. Merci. Donc, l'importance, effectivement, de pouvoir décliner localement. Et puis, cette sécurité psychologique dont on sait que c'est un facteur clé dans la gestion des risques, en risk management. Pour venir pour 2025, s'il y avait 3 actions clés que tu préconiserais aux entreprises, quelles seraient ces 3 actions clés?
Je pense que l'objectif pour 2025 et puis les années suivantes, c'est de pouvoir évoluer d'une culture de la conformité avec vraiment une réglementation qui est forte vers une culture vraiment proactive de la prévention, le fait de vraiment y croire et de pas faire juste parce que effectivement il y a une réglementation, afin d'anticiper les risques le plus en amont possible et ainsi éviter les coûts humains et financiers. Et pour ce faire, je pense qu'il y a vraiment pour moi 3 actions clés. La première, c'est un peu ce que je disais précédemment, c'est de pouvoir s'inspirer des pays qui ont institutionnalisé l'évaluation des RPS, notamment via des questionnaires à l'ensemble des salariés, de pouvoir les analyser, d'avoir cette approche multidimensionnelle avec un focus aussi sur l'organisation du travail, parce que comme le disait Karine, maintenant il y a vraiment une prise en compte de l'organisation du travail et comment agir dessus pour éviter les risques psychosociaux. Et je pense que pour bien agir le plus en amont possible, si on met en place un peu ce type de pratique et de généraliser ça, pour moi, c'est un peu à l'image d'autres dispositifs qui peuvent exister dans d'autres secteurs, comme la vaccination obligatoire qui va faire en sorte qu'on éradique des maladies infectieuses qui peuvent être potentiellement mortelles, ou encore un simple contrôle technique des véhicules qui est conçu pour détecter des anomalies, des défaillances avant qu'elles ne provoquent des accidents sur la route et donc qui vient renforcer la sécurité routière. Donc voilà, je pense que ce qui va être intéressant, c'est de remonter d'un cran et de se dire que vraiment un sujet de préoccupation, c'est de mettre en place de la prévention le plus en amont possible pour éviter toute apparition du risque ou en tout cas de minimiser ces risques. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la première action qui va être importante. La deuxième, c'est de pouvoir d'avoir une approche intégrée des risques psychosociaux. Parce qu'effectivement, souvent, on entend parler d'entreprises qui font beaucoup de choses, mais elles peuvent se focuser soit juste sur des questionnaires, des audits, ou bien que sur de la formation, ou bien que sur de l'accompagnement en soutien des salariés. Et finalement, pour être dans une prévention et une politique qui va être efficiente, il faut que ce soit une politique qui soit intégrée. C'est-à-dire que en amont, on va mettre en place une cellule de veille et d'alerte pour capter un peu les signaux faibles au niveau de l'entreprise, mettre en place, comme je disais, des questionnaires d'évaluation des risques psychosociaux pour pouvoir prendre le pouls de manière régulière au sein des entreprises, de pouvoir avoir des formations, mais pas forcément que one shot sur les RPS en disant c'est bon, j'ai fait ma formation, c'est de se dire que cette formation s'inscrit dans la durée et s'inscrit dans l'évolution aussi du contexte d'entreprise. Donc pour moi, ces formations devraient être aussi en continu et pas vraiment de manière one shot et toujours rattachées à un contexte d'entreprise. Et puis en aval, effectivement, ce qui va être important, c'est de pouvoir mettre en place des dispositifs de soutien et d'accompagnement pour les salariés qui là peuvent inclure des lignes de soutien psychologique, du coaching, ou encore un accompagnement au retour au travail après une longue maladie, parce que c'est aussi essentiel d'accompagner les personnes qui sont déjà en difficulté. Donc voilà, ça c'est vraiment le deuxième grand point, d'avoir une approche intégrée des risques psychosociaux et l'inscrire dans la politique d'entreprise. Et le dernier, effectivement, comme je l'ai évoqué, c'est de pouvoir intégrer ce concept de sécurité psychologique au sein de la stratégie d'entreprise, parce que c'est encore un concept qui est encore peu connu en France. Mais voilà, il y a des études qui ont été faites, notamment l'étude Aristote au sein de Google, qui a rassemblé des milliers de data. Il y a eu des interviews de beaucoup d'équipes, et finalement, ils s'aperçoivent qu'au-delà de conserver les personnes en bonne santé et de pouvoir résoudre des problématiques, comme je disais, même sur de la sécurité physique, ça participe et c'est un des facteurs le plus important dans la performance des entreprises. Et ça a été vu avec des datas scientifiquement prouvées. Donc, au-delà de effectivement maintenir la sécurité psychologique des personnes, c'est aussi un concept qui est clé pour avoir une entreprise qui soit performante. Donc, pour allier ce bien-être des collaborateurs et la performance organisationnelle, je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à ce concept qui a été prouvé et qui est encore malheureusement pas assez connu en France. Et je pense qu'en combinant ces 3 leviers, il est vraiment possible de bâtir une culture de la prévention très proactive et où la santé au travail devient un véritable moteur de performance et puis de durabilité pour l'entreprise. Donc voilà, ça c'est pour moi les 3 grands concepts clés que je retiendrai.
Merci Vanessa. Donc effectivement, rendre obligatoire les audits RPS, une vision intégrée des risques, et puis effectivement la promotion de ce concept de sécurité psychologique. On arrive à la fin du temps là, de notre webinaire. Peut-être Karine, un mot de conclusion? Moi, je voulais peut-être rajouter une petite chose pour finir sur ce que disait Vanessa. C'est qu'on voit bien donc l'une des conséquences des RPS, et notamment si on n'a pas cette espèce de safe space, de cette sécurité psychologique des salariés dans l'entreprise, c'est la multiplication des arrêts de travail, l'absentéisme. Et je pense qu'il est important de souligner qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact que ça peut avoir. Donc, d'un point de vue organisationnel, c'est compliqué de gérer une entreprise avec un ou plusieurs salariés absents, mais surtout maintenant d'un point de vue des coûts que ça peut générer, puisque très récemment, on l'a vu, on a un abaissement du seuil de prise en charge des IJSS, donc des indemnités journalières de sécurité sociale par la CPAM, de 1,8 passes à 1,4 passes. Donc ça veut dire que la CPAM va verser des montants moins importants aux salariés, ce qui va contraindre les employeurs qui maintiennent le salaire pendant une certaine période à avoir une prise en charge plus importante. Donc, ça veut dire que parce que la CPAM prend moins bien en charge, le maintien de salaire va coûter plus cher aux employeurs. Et donc, c'est une charge et un coût plus élevé qu'il va falloir prendre en considération dans le cadre de la gestion de l'absentéisme au sein des entreprises. Une charge pour les employeurs et aussi pour les organismes de prévoyance. Exactement. Exactement. Alors, quand on arrive effectivement à la fin de notre webinaire, je regarde effectivement la liste des questions. Nous avons quelques questions. Une première, je pense que c'est plutôt pour Karine. Comment l'employeur doit-il gérer un salarié en arrêt de travail pour burn-out afin d'éviter une requalification en licenciement abusif ou une mise en cause pour discrimination? Alors, il y a plein de notions différentes qui interviennent. Déjà, c'est pas parce qu'un salarié est en arrêt de travail pour burn-out que on va nécessairement avoir un licenciement. Le licenciement va intervenir soit à la suite d'une procédure d'inaptitude qui va intervenir de façon assez classique avec les visites auprès du médecin du travail, etc., soit pour un autre motif, et c'est là où il va falloir faire attention au motif qu'on va utiliser. Il faut savoir que si on choisit la procédure de l'inaptitude, normalement, la jurisprudence est très claire là-dessus, on ne peut pas s'orienter vers une discrimination sur l'état de santé. Ce qui est important en cas de burn-out, c'est de vérifier si précédemment, on n'a pas eu des alertes de la part du salarié, si au sein du service auquel il était rattaché, on n'a pas des alertes du CSE ou autre qui pourraient permettre d'engager la responsabilité de l'entreprise. Si on n'a rien de tout ça, après, ce qu'on peut faire, c'est essayer de gérer au fil de la relation et de la suspension plutôt du contrat de travail, la relation avec le salarié. Il faut savoir que depuis la loi de 2021, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle un rendez-vous de liaison, donc de proposer un rendez-vous au salarié pour discuter de son avenir professionnel et éventuellement, si jamais il ne se projette plus, ce qui arrive parfois quand on est dans un burn-out ou un épuisement professionnel, de voir si on n'a pas une sortie plutôt négociée de rupture conventionnelle qui permettrait d'éviter à ce moment-là un risque relatif à la rupture et au motif de rupture du contrat. Rendez-vous de liaison qui est provoqué au bout de 30 jours, je crois, hein, c'est ça? Alors, c'est une possibilité, ça peut être un peu plus tard, mais c'est une possibilité pour l'employeur à partir de 30 jours et ça peut être fait avec l'association des services de santé au travail. OK. Alors, je regardais les autres questions. Bonjour. En France, comment associer les représentants du personnel à la démarche RPS? Peut-être réponse de Vanessa? Comment associer les représentants du personnel à la démarche RPS? Ouais. Alors, ce que je peux, voilà, le retour que je peux faire, c'est nous, lorsqu'on intervient dans des entreprises, comment on associe les représentants du personnel. Donc, on essaie d'intervenir toujours avec une démarche paritaire, quel que soit le sujet. Donc, on peut intervenir aussi bien lorsqu'il y a des réorganisations pour accompagner l'ensemble des salariés, les sensibiliser, etc. On peut intervenir sur des audits, des diagnostics, mais aussi lorsqu'il y a des tensions interpersonnelles, voire du vécu de harcèlement moral. Et nous, nos maîtres mots, c'est vraiment de se dire que ce qui va être efficace dans une entreprise pour différentes raisons, c'est de pouvoir associer les élus. Donc, ce qu'on fait, c'est assez simple, hein. On crée un comité, ce qu'on appelle un comité de suivi paritaire. On associe à la fois des membres de la direction et à la fois des représentants du personnel qui vont avoir aussi une appétence hein, sur les sujets de QVT et RPS. Et donc, on les associe tout au long de la démarche, au même titre que la direction.
Et on s'aperçoit que c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, parce que même quand on a des dialogues sociaux qui sont un peu dégradés dans certains contextes d'entreprise, le fait de les associer, de les mettre dans ce type de démarche, c'est quelque chose qui va déjà améliorer la qualité du dialogue social et en plus qui va être assez efficace parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des visions qui peuvent être différentes mais qui vont être importantes à venir structurer et s'inspirer réciproquement dans la mise en place des actions. Donc voilà, ce que je peux un peu conseiller, c'est de pouvoir associer au maximum les représentants du personnel dans les démarches RPS. Et puis, comme le disait Karine, tu as cité un mot dessus concernant le DU, où du coup, il y a maintenant une obligation d'association. Alors effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis, Vanessa, c'est que plus on travaille en amont avec les représentants du personnel en matière d'évaluation des risques, plus on va faciliter la consultation sur le DURP, parce que ça va être compliqué pour les représentants du personnel après de contester le DURP qu'on va leur présenter, notamment sur l'aspect RPS, dès lors qu'ils ont été associés à l'élaboration de ce document. Donc, il faut vraiment voir ça comme un travail conjoint pour permettre d'avoir une consultation qui soit un peu apaisée sur le DURP et sur les mesures de prévention qu'on va mettre en œuvre. Merci. Autre question, quelle est la responsabilité légale de l'employeur en matière de prévention des risques psychosociaux et comment s'assurer qu'il respecte ses obligations légales? C'est une vaste question. Sa responsabilité légale, j'en ai parlé au niveau des risques, c'est-à-dire qu'il a une obligation générale de prévention. Donc, on va pouvoir engager sa responsabilité s'il ne respecte pas cette obligation. C'est-à-dire que si un salarié est victime de harcèlement ou autre et qu'il n'y a strictement rien qui a été mis en place au sein de l'entreprise, il va être en réalité assez facile d'engager la responsabilité de l'employeur puisqu'il ne pourra pas démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires. Il y a le principe essentiel, c'est vraiment ce principe de prévention qui va permettre après d'engager une responsabilité civile, voire même parfois pénale dans des circonstances très graves auprès de l'entreprise. Et après, j'ai oublié la dernière partie de la question. Je suis désolée, Christian. Pas de souci. Et la dernière, et comment s'assurer qu'il respecte ses obligations légales? De toute façon, ça va être assez évident. Déjà, premièrement, est-ce qu'il existe un DURP au sein de l'entreprise? Ça, c'est la question essentielle. Si vous avez ce document, alors vous pouvez examiner le contenu du document, voir si les risques qui sont évalués, qui sont mentionnés, correspondent à la réalité du travail dans l'entreprise, et s'il y a un volet sur les RPS, pour s'assurer qu'on a bien une prise en compte de ce type de risque-là. Donc déjà, ça c'est le premier point pour s'assurer qu'il remplit ses obligations. Et le deuxième point, c'est que si le document unique d'évaluation des risques fait état de vrais risques prégnants ou récurrents, de vérifier s'il y a bien des mesures de prévention ou des mesures correctives qui sont mises en place à côté pour justement corriger les risques. Merci. Je crois qu'on a épuisé les questions et puis surtout le temps. En tout cas, merci pour votre participation, Vanessa et Karine, et aux personnes de s'être connectées à notre webinaire. Je voulais juste rappeler, donc effectivement, comme je vous le disais en introduction, on va vous envoyer un petit questionnaire si vous voulez bien, effectivement, bien y répondre. On vous fera aussi parvenir, en tout cas, ils sont disponibles, cette étude, alors de ce qu'on appelle ce compendium, condensé des risques psychosociaux, disponible en anglais et en français. Et puis, c'est un premier webinaire sur la thématique du conseil. Et bien évidemment, on est à votre disposition si vous avez une problématique de prévention, de gestion des risques psychosociaux. Nos équipes sont là pour vous accompagner, pour répondre à vos questions et vous accompagner dans la mise en place soit d'une analyse ou d'un plan d'action. Et puis, prochain rendez-vous, effectivement, un webinaire, on vous communiquera prochainement sur la date. Là, le sujet sera effectivement plutôt sur les transformations, les restructurations, comment les conduire et comment, justement, pour rester sur la thématique des risques psychosociaux, prévenir ces risques psychosociaux dans des conditions effectivement plus compliquées de transformation, de restructuration. Merci à nouveau et à très bientôt. Au revoir. Merci.